Rien n'arrive par hasard. Au sommet du mont Rizen, là où les nuages s'entrelacent aux cimes des cèdres et où l'aube sent la terre humide et le thé fraîchement infusé, vivait un moine nommé Ki. Il était encore jeune, mais ses yeux portaient la quiétude de ceux qui ont appris à regarder sans rien attendre. Chaque matin, il balayait les sentiers du temple Shgetsuin, un lieu si retiré que même le vent semblait s'y arrêter pour méditer avant de traverser ces couloirs de bois. Ki ne posait pas beaucoup de questions. Son maître, le vieux Drin, répétait souvent que les réponses viennent à ceux qui ne les exigent pas. Alors Ki se contentait d'entretenir le jardin, de préparer le riz, d'allumer l'encens sur l'autel de Bouddha et de contempler les pierres de la rivière comme si elles étaient des enseignements muets. Il vivait ainsi, en silence, depuis plus de 3 ans, depuis le jour où il était arrivé comme un orphelin sans nom, amené par un voyageur inconnu qu'il avait laissé aux portes du temple par une nuit d'orage. Il n'y a pas de hasard, avait dit Drin en l'accueillant sous la pluie. Ni le tonnerre, ni toi, ne sont arrivés ici par accident. Cette phrase s'était gravée dans la mémoire de Ki, même s'il avait longtemps été incapable d'en comprendre le sens. Comment cela aurait-il pu ne pas être un hasard, qu'un étranger sans visage l'ait laissé là? Quel sens pouvait avoir son abandon, sa solitude, ses nuits sans parents ni voix pour le bercer? Pourtant, le maître n'insistait jamais. Il lui apprenait simplement à respirer, à observer, à ne pas rejeter ce qui venait, et à ne pas s'attacher à ce qui s'en allait. Un jour, alors qu'il ramassait les feuilles mortes dans le jardin de sable blanc, Ki découvrit quelque chose enterré près d'un rocher qui semblait immobile depuis des siècles. C'était une petite figurine de bois, finement sculptée, enveloppée dans un morceau de tissu bleu. Il la sortit avec respect et alla à la rencontre du maître, qui buvait du thé face à la salle de méditation. « Maître Drin, dit-il en s'inclinant, ceci était caché dans le jardin. Devons-nous le rendre à la terre ?» Drin prit la figurine dans ses mains lentes. Il la fit tourner entre ses doigts, sans surprise. Son regard se posa un instant sur le ciel, puis sur le visage de Ki. « Cette statue a été sculptée par mon propre maître, il y a de nombreux hivers. Il disait que celui qui la découvrirait serait confronté à une question qui changerait sa vie. Je l'ai cachée ici, comme il me l'avait enseigné. Et maintenant, c'est toi qui l'as trouvée. » Ki ne répondit pas, mais quelque chose trembla doucement dans sa poitrine. Ce n'était ni de la peur, ni de la joie. C'était la sensation qu'une porte venait de s'ouvrir en un lieu dont il ignorait l'existence. « Quelle est cette question ?» murmura-t-il. Drin sourit, comme si le temps lui-même avait attendu ce moment pour déployer tout son sens. « La question viendra quand tu seras prêt. Comme tout ce qui arrive. Comme toi, comme la pluie de cette nuit-là. Rien n'arrive par hasard, Ki. Pas même ce que tu ne comprends pas encore. » Ki retourna dans le jardin, la figurine entre les mains. Le vent soufflait de l'est, portant avec lui le parfum des cerisiers encore endormis dans les vallées. Dans le froissement des feuilles, dans la lumière douce du crépuscule, il sentit qu'une force invisible l'avait toujours guidé, même les jours où il pensait être perdu. Cette nuit-là, Ki ne parvint pas à dormir. Il s'assit dans la galerie de bois qui donnait sur l'étang, sous un ciel sombre parsemé d'étoiles semblables à des lucioles lointaines. À ses côtés, la figurine de bois reposait, enveloppée dans le tissu bleu, silencieuse comme une promesse oubliée. L'air était immobile, et le murmure de l'eau tombant de la roche était le seul son à briser le profond silence du temple. Il se rappela le visage du voyageur qui l'avait amené ici, même si, en vérité, ce n'était plus qu'une ombre dans sa mémoire. Il ne lui restait que la sensation, des mains rugueuses, un long silence avant de disparaître sous la pluie, et la voix du maître Drin qui l'avait accueilli sans poser de questions, comme s'il savait déjà qui il était et pourquoi il était venu. « Cette figurine a été sculptée par mon maître, » avait dit Drin. « Une question viendra. Mais laquelle? Et quand ?» Ki ferma les yeux et respira comme on le lui avait enseigné, sans effort, sans attente, laissant simplement les rentrer et sortir comme les vagues de l'océan, qui n'ont jamais besoin de raison pour atteindre le rivage. Dans ce calme, une image commença à se former dans son esprit, un pont de pierre, suspendu au-dessus d'un abîme, et de l'autre côté, une silhouette vêtue de blanc, portant le même tissu bleu que celui de la statuette.
À l'aube, avant même le son de la cloche du temple, Qi se rendit dans la salle du maître. Il trouva Drin en train de préparer le feu pour faire chauffer de l'eau. Aucun mot ne fut échangé au début. Seulement le crépitement du bois, la fumée douce montant vers le toit ouvert, l'arôme du sésame grillé. « J'ai rêvé d'un pont », dit enfin Qi. Et de quelqu'un de l'autre côté, qui portait ce même tissu. Drin hocha la tête, sans lever les yeux. Quand l'âme est prête, la vie commence à parler à travers les symboles. Parfois, ce que nous appelons hasard n'est rien d'autre que la façon dont l'univers nous chuchote à l'oreille. Qi s'assit face à lui, sentant en lui une forme de calme différente. Ce n'était pas le silence extérieur, mais la profondeur de quelque chose qui bouge sous la surface des jours. « Dois-je traverser ce pont ?» demanda-t-il. Drin posa la louche de bambou, et regarda le jeune homme dans les yeux pour la première fois ce matin-là. « Tous les ponts ne sont pas faits pour fuir. Certains servent à se souvenir. D'autres, à revenir vers des lieux que tu ignorais avoir oubliés. Et quelques-uns, à comprendre que le hasard n'est qu'un nom que l'on donne à ce que l'on ne comprend pas encore. » La bouilloire commença à siffler. Dehors, le vent agitait doucement les clochettes de bronze. Quelque part dans la forêt, un cerf passait parmi les buissons invisibles, mais présents, comme les fils invisibles qui relient les instants d'une vie sans que l'on en ait conscience. Qi baissa les yeux vers la figurine de bois. Le tissu bleu, maintenant tiède de la chaleur de son corps, semblait plus vivant, comme s'il contenait l'histoire de générations cachées, en attente d'être rappelées. « Peut-être que ce pont n'est pas seulement dans un rêve », murmura-t-il. Drin sourit. « Peut-être qu'il ne l'a jamais été. » Le 3e jour après la découverte de la figurine, Qi partit avant l'aube. Ce ne fut pas une décision et il le sut simplement. Son corps se leva comme guidé par une force ancienne. Il ne laissa aucun mot, ne dit adieu à personne. Il rangea simplement la statue dans son sac de toile et emprunta le sentier du nord, celui que personne ne prenait, que les moines mentionnaient rarement. La forêt l'accueillit sans poser de questions. Les branches pendaient comme des pensées encore non dites, et les racines émergeaient de la terre comme pour lui rappeler que tout ce qui est visible naît de l'invisible. Qi marchait sans direction précise, avec la simple certitude muette que chaque pas était, en soi, une réponse. La journée avançait lentement, comme si le temps lui-même voulait étirer ce moment hors du monde. En traversant un ruisseau, il remarqua qu'une pierre portait la même forme que le symbole gravé à la base de la statuette, un cercle ouvert par un point sur son bord. Il n'avait vu ce symbole qu'une seule fois, dans une peinture ancienne du temple représentant le cycle de la vie et de la mort, le flux éternel du samsara. Était-ce un signe? Ou simplement une coïncidence, pensa-t-il. Mais son esprit, formé par des années de méditation, ne s'accrocha pas au doute. Il le laissa passer comme une feuille entraînée par le courant. Au crépuscule, alors que le ciel se teintait d'un rouge profond, il atteignit la clairière où la forêt s'arrêtait brusquement, ouvrant sur une vallée noyée dans la brume. Là, entre les rochers et le silence, se trouvait le pont de son rêve. Ce n'était ni un grand pont, ni une structure majestueuse. Simplement de la pierre lisse, usée par les siècles, avec de la mousse sur les rebords. Aucune indication ne disait où il menait. Et pourtant, Qi savait qu'il ne devait pas hésiter. Il le traversa à pas lents, comme on entre dans une salle sacrée. À chaque pas, il avait l'impression d'entendre les voix du passé murmurer à travers la brume, des voix de moines, d'ancêtres, de choses jamais dites, mais toujours présentes. De l'autre côté, il ne trouva personne. Seulement un petit sanctuaire recouvert de feuilles mortes, et à côté, un bol d'eau et une lampe éteinte. Il s'agenouilla devant le sanctuaire sans savoir pourquoi. Il sortit la figurine de bois, la posa devant la lampe, et ferma les yeux. Dans l'obscurité de ses paupières, la question qu'avait annoncée Drin arriva enfin. Mais ce ne fut ni une voix, ni une pensée. Ce fut une certitude surgie du plus profond de lui-même. Peux-tu accepter que tout ce qui s'est passé dans ta vie était nécessaire pour arriver ici? Qi trembla. Non de froid, mais à cause de la vérité que cette question révélait. Sa solitude, son abandon, le voyageur sans nom, la pluie, le jardin,
la figurine, le rêve, le pont? Tout cela avait-il été nécessaire? Son cœur battait fort dans sa poitrine. Sa respiration devint lente, dense. Il ne chercha pas à répondre. Il se laissa simplement envahir par ce qu'il ressentait. Des larmes douces coulèrent non de tristesse, mais de reconnaissance. Il était arrivé. Et pour la première fois, il comprenait. Il n'y a pas de mauvais chemins, seulement des chemins qui mettent du temps à se révéler. La nuit tomba sans prévenir, comme elle le fait toujours dans les montagnes, enveloppant la vallée d'une brume dense et paisible. Qui restait agenouillé devant le petit sanctuaire, immobile, les yeux clos, la respiration aussi légère qu'une brise à peine perceptible. Le bol d'eau, reflétant la lune à travers les voiles de brouillard, semblait contenir tout le ciel. Il ne pensait ni à revenir, ni à rester. Il était tombé dans un état au-delà de la pensée, un territoire où les mots n'étaient plus nécessaires, où ce qui est simplement. Et alors, comme si l'univers répondait à son silence par un silence encore plus vaste, quelque chose en lui se brisa. Mais ce ne fut pas une rupture brutale. Ce fut comme la glace de l'étang qui cède à la chaleur du soleil, et sans bruit, l'eau recommence à couler. Qui sentit ses résistances intérieures se dissoudre une à une, ses attachements à la douleur, à l'abandon, au passé incertain. Non parce qu'il avait tout compris, mais parce qu'il n'avait plus besoin de tout comprendre. Le bol d'eau vibra légèrement. Il n'y avait pas de vent. Et pourtant, une feuille sèche tomba d'un arbre invisible, atterrissant avec une précision silencieuse juste à côté de la figurine de bois. Le tissu bleu bougea comme si une main invisible l'avait effleuré. Qui ouvrit les yeux? Il ne vit personne, mais il le savait, il n'était pas seul. Une présence était là. Non pas une forme visible, mais une conscience, une essence, qui emplissait l'air comme le parfum de l'encens dans le zendo. Elle l'entourait sans l'envahir, l'accompagnait sans prendre de place. Dans sa poitrine, la même question revenait, non plus comme un doute, mais comme une affirmation qui demandait à être accueillie. Peux-tu embrasser la totalité de ton chemin, même ce qui t'a fait souffrir? Et cette fois, il n'hésita pas. Oui, murmura-t-il. Oui, je le peux. La lampe du sanctuaire, sans qu'aucune main ne l'allume, commença à émettre une lueur douce. Ce n'était ni une flamme, ni de l'huile. C'était une lumière calme et chaude, comme si une mémoire ancienne s'éveillait. La figurine de bois semblait sourire. Le bol d'eau brillait comme si la lune s'y était dissoute. Qui ferma à nouveau les yeux et s'inclina jusqu'à toucher le sol de son front. Non pour demander quelque chose. Non pour remercier. Mais pour se remettre entièrement à ce qui est. Il ne savait pas combien de temps il resta ainsi. Cela pouvait être une heure, ou une éternité. Lorsqu'il se releva enfin, tout en lui avait changé. Pas plus sage, pas plus fort, mais plus léger. Comme s'il avait laissé une pierre invisible sur l'autel. Il reprit la figurine, l'enroula à nouveau dans le tissu bleu, et regarda le pont depuis l'autre côté. Cette fois, il ne lui apparaissait plus comme un lieu que l'on traverse avec les pieds, mais avec l'âme. Et en le franchissant, il sentit qu'il n'était pas en train de retourner au temple, mais d'y entrer pour la toute première fois. Car il comprenait désormais que rien, absolument rien. Ni la perte, ni l'abandon, ni le froid de cette nuit-là n'avaient été vains. Tout avait été un enseignement. Tout avait été un appel. Rien, en vérité, n'était arrivé par hasard. L'aube le rattrapa alors qu'il descendait le sentier du retour. La forêt, qui quelques jours plus tôt semblait dissimuler ses secrets dans l'ombre, lui paraissait maintenant transparente, ouverte, comme si les arbres eux-mêmes s'inclinaient à son passage. Chaque pierre sur le chemin, chaque goutte de rosée sur les feuilles, semblait être à sa place non par accident, mais par une volonté plus vaste, une intelligence subtile tissant la réalité avec des fils invisibles. Le pont était derrière lui, mais non en dehors de lui. Une part de son essence résonnait encore à chaque pas qu'il faisait. Lorsqu'il atteignit les portes du temple, le soleil commençait à peine à dorer les toits de tuiles noires. L'air sentait le sésame grillé, le bois brûlé, et cette tiédeur qui précède le silence du zazen.
Il n'y avait personne dans la cour, sauf le maître Drin, debout près du cerisier, contemplant les branches nues de l'hiver. Qui s'approcha sans dire un mot. Il s'arrêta à 3 pas du maître et s'inclina profondément. Il n'avait pas besoin d'expliquer où il était allé, ni ce qu'il avait vécu. Le vieil homme, moine depuis plus longtemps que le vent ne pouvait s'en souvenir, le regarda comme s'il savait déjà tout. « As-tu trouvé la question ?» demanda-t-il doucement. Qui acquiesça. Et la réponse? Qui sourit. Non avec le sourire de celui qui a résolu une énigme, mais avec celui de celui qui a cessé de résister au mystère. Ce n'était pas une réponse, dit-il. C'était une acceptation. Drin ferma les yeux, comme s'il approuvait de tout son être. C'est ainsi que l'on reçoit ce qui ne peut être enseigné. Qui sortit la figurine de bois, toujours enveloppée dans son tissu bleu, et l'offrit à 2 mains. Je crois qu'elle doit retourner à sa place. Mais Drin secoua lentement la tête. Non. Ce qui s'est éveillé en toi ne peut plus être enfoui. Cette figurine n'est plus une clé pour toi. Elle est désormais un miroir. Garde-la, non comme un objet, mais comme un rappel. Qui la rangea dans son sac sans insister. Tout ce qu'il aurait voulu demander auparavant lui semblait désormais inutile. Ensemble, ils marchèrent en silence vers la salle de méditation. Le son de leurs pas sur le bois était doux, mais assuré. Ils entrèrent sans hâte, s'assirent face au mur blanc comme chaque matin. Et commencèrent à respirer avec la conscience de celui qui a vu l'invisible. Dans son esprit, une seule phrase surgit. Aussi limpide qu'une source jaillissant de la terre. Il n'y a eu aucune erreur sur mon chemin. Tout ce qui s'est produit, devait se produire. Et pour la première fois, ces mots n'étaient plus une idée. C'était sa manière d'être au monde. Sa manière de regarder, d'écouter, de vivre. Il ne cherchait plus de réponse. Parce qu'il comprenait qu'il vivait déjà au cœur d'elle. Les jours qui suivirent furent à la fois identiques et totalement différents. Qui reprit ses tâches habituelles, balayer les sentiers du temple, chauffer l'eau pour le thé, allumer l'encens avant l'aube. Mais il le faisait désormais avec une autre présence, une qui ne venait pas de l'effort, mais de la compréhension. Autrefois, balayer était une tâche. À présent, c'était une manière d'écouter. Préparer le thé n'était plus un devoir, mais une offrande. Allumer l'encens, une prière sans mots. Les autres moines commencèrent à remarquer ce changement. Non pas parce que qui parlait davantage il était toujours aussi réservé, mais parce que son silence avait changé de nature. Il était devenu celui d'une montagne profonde, vaste, remplie de choses qu'il n'était plus nécessaire d'expliquer. Un jour, alors qu'il puisait de l'eau au puits, le frère Ri, l'un des plus anciens, lui dit « Je ne sais pas ce qui a changé en toi, mais c'est comme si tu respirais depuis un lieu plus profond. » Qui sourit, et répondit simplement « Peut-être que j'ai toujours respiré depuis là, mais je ne le savais pas. » Ce soir-là, le maître Drin le fit appeler dans sa chambre. La lumière du soleil entrait par les persiennes de bambou, dessinant des lignes dorées sur le sol de tatami. Au centre de la pièce se trouvait une boîte ancienne en bois, ornée d'un simple ruban rouge. « Cette petite boîte, dit le maître, fut transmise à mon maître par le sien, et ainsi de génération en génération. On ne l'ouvre jamais. Non pas parce qu'elle contiendrait quelque chose de précieux, mais parce que son véritable enseignement est de savoir qu'elle n'a pas besoin d'être ouverte pour remplir sa fonction. » Drin la tint quelques instants entre ses mains, puis la tendit à Qui. « C'est maintenant à ton tour de la garder. » Qui l'accepta sans hésiter. Et ce geste fit naître en lui un apaisement. Comme une pierre qui se pose au fond d'une rivière. Il comprit, sans mots, que ce geste n'était ni une récompense ni une élévation. C'était une transmission. Une reconnaissance silencieuse que le cycle avait accompli une nouvelle rotation. « Dois-je faire quelque chose avec elle ?» demanda-t-il. « Sois simplement avec elle » répondit Drin. « Comme tu es avec toi-même. Il n'y a rien à faire avec ce qui est déjà complet. » En sortant, Qui s'assit un instant sur les marches de la salle, le coffret posé sur les genoux.
Le vent d'ouest soufflait doucement. Les feuilles mortes tournaient en cercle dans la cour. Et chacune semblait porter une histoire dans sa façon de virevolter, de frôler la terre, de s'en éloigner. Et soudain, une image lui vint, celle du voyageur qu'il avait laissé au temple, des années auparavant. Pour la première fois, ce souvenir ne lui causa ni douleur, ni vide, ni question. Seulement une gratitude tranquille. Comme pour une bougie qui a éclairé juste ce qu'il fallait du chemin. « Merci », murmura-t-il, sans savoir exactement à qui. Et le monde, dans sa simplicité naturelle, lui répondit peut-être à sa manière. Par le glissement d'un nuage. Par le chant lointain d'un corbeau. Par le craquement d'une branche sous le poids de rien. Tout était à sa place. Rien n'avait été le fruit du hasard. Un matin, alors que la brume s'accrochait encore aux cerisiers endormis, Drin ne sortit pas pour sa promenade habituelle. Intrigué, Ki se rendit dans sa chambre. Il le trouva assis face à la fenêtre ouverte, enveloppé dans son manteau d'hiver, le regard perdu à l'horizon blanc. Il respirait lentement, avec la paix de celui qui sait qu'il ne reste plus rien à dire. Le maître dit doucement Ki, est-ce que tout va bien? Drin tourna la tête et le regarda avec une tendresse qui semblait venir de siècles lointains. Je suis, répondit-il simplement. Puis, d'un léger geste de la main, il l'invita à s'asseoir près de lui. Ils restèrent là, côte à côte, sans besoin de mots. L'air entrait dans la pièce comme une caresse ancienne. Tout était simple. Tout était complet. Même la proximité de la mort. Et qui est dit le maître après un long silence, te souviens-tu de ce que je t'ai dit la nuit où tu es arrivé? Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de hasard. Que ni moi, ni le tonnerre, n'étions arrivés par accident. Drin acquiesça. J'ai répété cette phrase de nombreuses fois. Mais maintenant je sais qu'il ne suffit pas de la comprendre. Il faut devenir cette phrase. Qui baissa la tête, comprenant. Tu vas partir, maître? Nous partons tous, répondit Drin. Mais partir ne signifie pas toujours disparaître. Parfois, cela veut simplement dire changer de forme. Le soleil commençait à tracer des lignes dorées sur le tatami. Le maître ferma les yeux, et pendant un instant, il sembla s'endormir. Mais qui savait qu'il était plus éveillé que jamais? C'était le même silence qu'il avait ressenti au sanctuaire, près du pont. Le même silence qui avait rempli sa poitrine le jour où il avait accepté son histoire sans résister. Drin ne mourut pas ce matin-là. Ni l'après-midi. Mais dans les jours qui suivirent, il parla de moins en moins. Il souriait davantage. Écoutait plus profondément. Et un matin ordinaire, alors que son bol de petit déjeuner était encore chaud, il ne se réveilla pas. Qui le trouva les mains en position de gasse, le visage paisible, et son manteau tiré jusqu'au cou. Sur ses genoux, soigneusement posés, se trouvait la figurine de bois que Ki avait trouvée des mois auparavant. Et par-dessus, le ruban rouge du coffret, délicatement détaché. Il n'y avait ni note, ni instruction. Juste ce geste simple, clair, complet. Ki comprit. Drin ne lui laissait pas une tâche. Ni un message. Il lui laissait de l'espace. De l'espace pour que ce qui avait été vécu puisse continuer sans ombre. Pour que la lignée ne soit pas un héritage à porter, mais un souffle à incarner. Ce même après-midi, Ki alluma l'encens, frappa la cloche. Et dirigea la cérémonie d'adieu d'une voix ferme. Il ne lut aucun texte. Il ne prononça aucun discours. Il dit seulement ce qui suffisait. Le maître Drin est parti comme il a vécu. Sans rien laisser d'inachevé. Et rien, absolument rien, n'est arrivé par hasard. Les moines baissèrent la tête. Et le vent passa entre les colonnes du temple. Comme une prière sans auteur. Personne ne pleura. Personne ne résista. Seul le silence parla. Et tout le comprirent. Les années passèrent. Qui, désormais avec des tempes grisonnantes et de douces rides au coin des yeux, continuait de balayer les mêmes sentiers du temple Shgetsuin.
Ses pas étaient plus lents, mais sa présence plus ancrée. Il ne se demandait plus pourquoi les feuilles tombaient, ni pourquoi la neige fondue redevenait rivière. Il savait que tout se transforme en son temps. Il savait que rien n'arrive trop tôt ni trop tard. Le petit coffret de bois reposait toujours dans sa chambre, intact, jamais ouvert. La figurine sculptée demeurait sur l'autel intérieur, devant une fleur qu'il remplaçait chaque matin. Il ne cherchait plus de réponse à l'extérieur. Il avait appris à lire les messages dans la brise, dans le sourire d'un visiteur, dans le craquement du bambou sous la pluie. Un après-midi, alors qu'il enseignait à un jeune novice à disposer les pierres du jardin sec, le garçon lui demanda. « Maître qui, pourquoi les plaçons-nous ainsi, si demain le vent va les déplacer ?» Qui s'arrêta un instant, observant le dessin qu'elle formait. 3 pierres semblables à des îles solitaires dans une mer de gravier délicatement ratissé. « Parce que chaque mouvement fait aussi partie du dessin, répondit-il. Même quand tu crois que tout est défait, en réalité, cela continue. » Le novice le regarda en silence, sans tout comprendre. Mais il ne posa pas d'autres questions. Parfois, les graines prennent du temps avant de germer. Ce soir-là, en écrivant dans son journal une habitude qu'il conservait depuis sa jeunesse, Qui nota une seule phrase. Le mystère ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans la manière dont tout s'emboîte. Puis il referma le carnet et éteignit la lampe. Le lendemain matin, il se réveilla au son des cloches du temple. L'arôme du thé flottait dans l'air. Le ciel était clair. La vie, intacte. Il sortit dans le jardin. Le vent avait déplacé les pierres. Il ne les remit pas en place. Il s'inclina devant elle. Et en lui, une certitude respirait. Comme une mélodie ancienne qu'il pouvait enfin entendre avec clarté. Chaque pas, chaque perte, chaque silence, était nécessaire. Tout avait été écrit, non avec de l'encre, mais avec de la présence. Rien, jamais, n'était arrivé par hasard.